Analyse et explication du film. La Grande Muraille, 2017. La Grande Muraille, réalisée par Zhang Yimou et sortie en 2017, offre un terrain d'analyse riche, tant pour ses ambitions que pour ses réalisations et ses controverses. Voici des analyses et explications complètes du film. Le film La Grande Muraille se présente d'abord comme une entreprise cinématographique historique par son cadre de production. Il incarne une fusion ambitieuse et sans précédent à cette échelle entre les industries du divertissement hollywoodienne et chinoise. Cette coproduction, la plus chère jamais tournée intégralement en Chine avec un budget avoisinant les 150 millions de dollars, était placée sous la direction d'un des cinéastes chinois les plus acclamés, Zhang Yimou, marquant ici son premier essai en langue anglaise. Cette stratégie de production, orchestrée par Legendary Pictures alors sous pavillon chinois, visait une conquête simultanée des marchés mondiaux et du box-office chinois en réunissant une distribution hybride. Le casting mêlait des visages internationaux comme Matt Damon, Pedro Pascal ou Willem Dafoe à des stars majeures du cinéma chinois tels que Jing Tian, Andy Lau et Zhan Anyu, dans une tentative évidente de créer un pont culturel et commercial. Sur le plan narratif, La Grande Muraille construit une intrigue qui fusionne le film historique et la fantasy. L'histoire suit deux mercenaires européens du Moyen-Âge, William Garin et Perrault Tovar, en quête de la poudre noire en Chine. Leur périple les conduit à la Grande Muraille, où ils découvrent que celle-ci n'est pas seulement une fortification contre les envahisseurs humains, mais aussi et surtout une dernière ligne de défense contre des créatures mythologiques dévorantes, les Tao Tie, qui attaquent par vagues tous les 60 ans. Une analyse thématique centrale de la Grande Muraille révèle un conflit structurant entre collectivisme et individualisme, thème cher à Zhang Yimou. Le film oppose frontalement la philosophie de l', ordre sans nom, l'armée d'élite chinoise défendant la muraille, à celle des mercenaires occidentaux. L'armée, avec ses différentes divisions aux couleurs vives, les aigles bleus, les ours noirs, les grues jaunes, incarne la discipline, la coordination parfaite et le sacrifice de l'individu pour la survie du groupe et de la nation. En contraste absolu, William et Perrault incarnent initialement l'individualisme, la cupidité et la survie personnelle. Leur motivation première est de voler de la poudre noire et de fuir. L'arc transformationnel de William Garin, interprété par Matt Damon, constitue le cœur narratif de ce conflit. Il évolue d'un mercenaire égoïste et méfiant vers un guerrier qui apprend la valeur de la confiance, de la loyauté envers un collectif et du combat pour une cause qui le dépasse. La Grande Muraille a été le lieu d'une polémique significative à sa sortie, souvent accusée de véhiculer le tropisme narratif du « White Savior », le sauveur blanc. Cette critique pointait le fait qu'un héros occidental venait, une fois de plus, résoudre les problèmes d'une civilisation non occidentale. Une analyse plus approfondie du récit tend cependant à nuancer fortement cette lecture. En effet, si William Garin possède un talent exceptionnel à l'arc, il n'est jamais dépeint comme le sauveur unique ou même principal. Il est intégré comme un élément complémentaire au sein d'une machine militaire chinoise extrêmement sophistiquée, bien antérieure à son arrivée et parfaitement opérationnelle sans lui. La victoire finale est le fruit d'un effort collectif où les personnages chinois jouent des rôles décisifs. La commandante Lin Mae, Jing Tian, est le vrai leader militaire et moral. La stratégie est conçue par le stratège Wang, Andy Lau. Le sacrifice ultime est celui des soldats chinois. Le film semble ainsi moins promouvoir un sauveur blanc qu'illustrer l'assimilation et la rédemption d'un individu au sein d'un collectif qui lui est supérieur en discipline et en finalité. L'esthétique visuelle de la Grande Muraille est indéniablement sa signature la plus forte, portant la marque reconnaissable de Zhang Yimou. Le réalisateur transpose à la fantasy et au blockbuster son sens aigu du spectacle chorégraphié et de la composition picturale. Les scènes de bataille sont conçues comme des ballets militaires, avec des masses de figurants se déplaçant avec une précision synchronisée, créant des tableaux vivants aux couleurs symboliques, le bleu de la troupe de la grue, le rouge des archers, le noir des ingénieurs. La troupe de la grue, composée de femmes soldats effectuant des attaques en plongeant depuis la muraille à l'aide de harnais, est l'emblème de cette esthétique. Elle allie fonction martiale, percer les points faibles des Tao Tie, et beauté abstraite, transformant le combat en une performance artistique aérienne. Cette approche est caractéristique du cinéma de Zhang Yimou, où la forme et le mouvement collectif racontent autant que le dialogue. Cependant, cette recherche esthétique atteint ses limites dans le film. La dépendance massive aux effets numériques pour créer les hordes de Tao Tie et les environnements spectaculaires confèrent parfois à la Grande Muraille un aspect artificiel et déshumanisé. Pour certains critiques et spectateurs, cette surabondance de CGI éloigne le film de la puissance plus organique et émotionnelle des œuvres antérieures du réalisateur, comme Héros, ou La Maison aux lanternes rouges, où le spectacle était ancré dans le corps des acteurs et la réalité des décors. La réception critique de La Grande Muraille fut globalement mitigée, particulièrement en Occident.
Les reproches se concentrèrent souvent sur un scénario perçu comme conventionnel, prévisible et pauvre en développement de personnages. Les dialogues, parfois maladroits, et la performance de Matt Damon en jugé peu inspirée et dotée d'un accent vague furent également critiqués. Le consensus critique pointa un déséquilibre entre la magnificence visuelle et la faiblesse narrative fondamentale. Commercialement, La Grande Muraille peut être considérée comme un échec relatif. Bien qu'ayant engrangé environ 334 millions de dollars au box-office mondial, son budget de production colossal, 150 millions de dollars, couplé à des frais de marketing très élevés le placèrent en situation de perte financière estimée à 75 millions de dollars. Sa performance en Chine, bien que correcte, n'atteignit pas les sommets espérés pour un tel projet. Malgré ses déconvenues, l'héritage de La Grande Muraille dans l'industrie du cinéma est tangible et important. Le film reste un projet pionnier qui a testé les limites et le potentiel des coproductions sino-américaines à très grande échelle. Il a démontré la capacité technique de la Chine à produire des blockbusters visuellement ambitieux et a servi de leçon sur les défis de ce genre d'entreprise. Les principaux défis mis en lumière concernent la difficulté à trouver un équilibre narratif authentique qui résonne à parts égales auprès des publics de deux cultures aux attentes et sensibilités différentes. Le risque, visible dans le film, est de tomber dans un syncrétisme superficiel, alignant des éléments, stars occidentales, monstres CGI, esthétique chinoise spectaculaire, sans parvenir à les fondre dans une histoire profondément engageante et cohérente. En conclusion, La Grande Muraille est un film à la croisée des chemins, un objet cinématographique hybride et ambitieux. En tant que spectacle visuel, il porte la griffe d'un maître de l'image, Zhang Yimou, qui y déploie toute sa science de la composition et du mouvement de foule. En tant que récit, il souffre de conventions hollywoodiennes affaiblies et d'un manque de profondeur dramatique. Sa place dans l'histoire du cinéma est donc moins due à ses qualités artistiques intrinsèques qu'à son statut de laboratoire à grande échelle pour les coproductions futures. Il a ouvert une voie, montrant à la fois les possibilités techniques et les écueils narratifs et culturels à éviter. Des films chinois ou coproduits postérieurs, comme The Wandering Earth ou The Meg, ont pu, dans une certaine mesure, tirer les enseignements de cette expérience en cherchant un équilibre différent entre spectacle, identité culturelle et narration universelle. La Grande Muraille reste ainsi une pierre angulaire, imparfaite mais fascinante, dans l'évolution des relations cinématographiques entre la Chine et le monde. Le film La Grande Muraille se présente comme une tentative audacieuse de fusion cinématographique entre l'Est et l'Ouest. Cette ambition se concrétise par une coproduction historique orchestrée entre les géants hollywoodiens et l'industrie du film chinoise en plein essor. Le projet bénéficie de la vision artistique unique de Zhang Yimou, célébré pour son esthétique picturale et ses récits épiques ancrés dans la culture chinoise. Ce tournage marque une étape décisive pour le réalisateur qui relève le défi de son premier long-métrage entièrement en langue anglaise. Le budget colossal, avoisinant les 150 millions de dollars, témoigne des espoirs financiers et culturels placés dans cette entreprise sans précédent. Cette enveloppe financière permit la construction de décors grandioses et le recours à des effets spéciaux numériques à l'échelle d'un blockbuster mondial. La production fut confiée à Legendary East, une filiale alors détenue par le groupe chinois Wanda, montrant une stratégie d'investissement agressive dans le divertissement global. L'objectif commercial était transparent, conquérir simultanément le marché intérieur chinois, devenu crucial, et les salles internationales avec un produit hybride. Le casting fut ainsi pensé comme un pont entre ces deux mondes, mêlant des noms familiers du public occidental à des icônes du cinéma asiatique. Matt Damon incarne le mercenaire William Garin, apportant sa notoriété globale mais soulevant aussi des questions sur la nature de son rôle. Pedro Pascal joue son compagnon d'armes ambigu, Pero Tovar, apportant une dynamique de cynisme et de loyauté conflictuelle. Willem Dafoe incarne un prisonnier européen embusqué, ajoutant une couche de trahison et de survie à tout prix. Du côté chinois, Jing Tian campe la commandante Lin Mae, figure d'autorité et de grâce guerrière au cœur de la défense. Andy Lau apporte son prestige en interprétant le stratège Wang, l'esprit scientifique et historique de l'ordre sans nom. Zhan Hanyu donne vie au général Shao, commandant inflexible et incarnation du devoir sacrificiel. Cette distribution panachée visait à créer une alchimie unique pour attirer un public diversifié. L'intrigue du film plonge le spectateur dans un récit de fantaisie historique qui réinterprète la fonction même de la Grande Muraille. Le scénario imagine une raison mythologique et terrifiante à l'existence de ce monument colossal: contenir une menace non humaine. Les protagonistes occidentaux, Garin et Tovar, sont des mercenaires en fuite, motivés par la cupidité et la recherche de la poudre noire, symbole de puissance et de profit. Leur rencontre avec la muraille et ses défenseurs les projette dans une réalité qui dépasse leur entendement et leurs préoccupations matérialistes. L'armée qu'ils découvrent, l'ordre sans nom,
est une société militaire hautement ritualisée et spécialisée, dévouée corps et âme à une mission séculaire. La menace qu'elle affronte, les Tao Tie, sont des créatures issues du folklore chinois, ici représentées comme une horde alien vorace et cyclique. L'attaque de ces monstres tous les 60 ans impose un rythme apocalyptique au récit et une urgence permanente. La découverte de cette vérité par les Européens sert de catalyseur à leur transformation personnelle et à leur engagement progressif. Le film construit ainsi une mythologie alternative où l'histoire de Chine est secrètement rythmée par ses batailles existentielles. La quête initiale de Poudre Noire devient secondaire face à l'immensité du danger représenté par les Tao Tie. La survie de l'humanité tout entière se joue sur ces remparts, élevant les enjeux du simple pillage à une croisade pour la préservation de l'espèce. Cet argument permet de justifier la rencontre et l'alliance forcée entre des étrangers et les gardiens d'un secret monumental. Une analyse approfondie des thèmes de la Grande Muraille révèle une exploration constante de la tension entre l'individu et la collectivité. Zhang Yimou, dont l'œuvre aborde souvent le sacrifice personnel pour le groupe, trouve ici un terrain d'expression monumental. L'ordre sans nom fonctionne comme un organisme parfaitement guilé où chaque soldat est un rouage interchangeable voué à la grande mécanique défensive. Les différentes troupes, identifiées par des couleurs vives, illustrent une spécialisation et une dépersonnalisation au service de l'efficacité collective. Les spectaculaires séquences de défense montrent des mouvements synchronisés, des chorégraphies martiales et des déploiements de troupes qui ressemblent à des cérémonies. Cette esthétique militaire évoque une danse de guerre où la beauté formelle naît de la discipline de fer et de l'abnégation totale. En face, les mercenaires Garin et Tovar incarnent l'individualisme occidental dans ce qu'il a de plus pragmatique et de moins glorieux. Ils sont mus par l'intérêt personnel, la méfiance et la volonté de fuir le danger pour préserver leur propre vie. Leur code moral est flexible, guidé par le gain et la survie, en opposition complète avec le credo sacrificiel des soldats chinois. L'arc narratif de William Garin consiste précisément en une lente conversion éthique et philosophique. Sa rencontre avec Lin Mae et son observation de la bravoure des troupes ébranlent son cynisme initial. Il découvre la valeur de la confiance, un concept qu'il avait abandonné, et la dignité dans le combat pour une cause transcendante. Sa compétence individuelle, son talent d'archer, trouve enfin un cadre où elle peut servir un bien plus grand que lui-même. Le film suggère que l'individualité ne trouve sa pleine réalisation que lorsqu'elle s'intègre et se met au service d'une communauté unie par un idéal. Et la polémique du « White Savior » qui a entouré la Grande Muraille mérite une analyse nuancée, dépassant la première impression. La critique initiale pointait un scénario où le héros blanc, par sa supériorité technique ou morale, venait sauver une population non blanche incapable de se sauver elle-même. Il est indéniable que le personnage de William Garin possède des compétences martiales exceptionnelles, notamment une maîtrise de l'arc qui impressionne immédiatement ses hôtes. Cependant, une lecture attentive du récit montre que cette compétence n'est pas présentée comme unique ou miraculeuse au sein de l'ordre sans nom. L'armée chinoise dispose de ses propres héros, de ses propres technologies avancées et de stratégies élaborées depuis des siècles. Garin n'arrive pas avec une solution magique, il est d'abord un spectateur, puis un élève, avant de devenir un auxiliaire précieux. Le rôle de la commandante Lin Mae est absolument central. Elle est le leader charismatique, la tacticienne sur le terrain et celle qui prend les décisions cruciales. C'est elle qui intègre Garin, qui gère la crise et qui mène la contre-attaque décisive. Le stratège Wang, interprété par Andy Lau, est le dépositaire de la connaissance sur les Tao Tie et l'architecte du plan pour les vaincre. Sa compréhension scientifique et historique du phénomène est le vrai moteur intellectuel de la résistance. Les soldats anonymes de l'ordre se sacrifient par centaines, démontrant un courage collectif qui dépasse de loin l'exploit individuel d'un archer. Ainsi, le film semble moins promouvoir le sauveur blanc qu'illustrer le concept des « alliés compétents ». Garin apporte une perspective extérieure et une habileté spécifique, mais il s'insère dans un système préexistant dont il reconnaît la supériorité organisationnelle et morale. La victoire est collective et multiforme, et le personnage chinois le plus important, Lin Mae, survit et demeure le leader légitime, contredisant le tropisme où l'étranger prend la place du leader local. L'esthétique visuelle de la Grande Muraille constitue sans conteste sa plus grande force et la signature évidente de Zhang Yimou. Le réalisateur transfère au genre du blockbuster fantasy son sens inné du spectacle chorégraphié, de la symbolique des couleurs et de la composition d'images puissantes. Chaque séquence de bataille est conçue comme un tableau vivant, où le mouvement des masses est orchestré avec une précision quasi mathématique. L'utilisation de couleurs saturées pour distinguer les corps d'armée n'est pas seulement pratique, elle crée une symphonie visuelle qui transforme le chaos de la guerre en une performance artistique réglée. La troupe de la grue, avec ses guerrières en armure bleue effectuant des attaques en plongeon, est l'emblème parfait de cette fusion entre fonction martiale et beauté abstraite. Leurs assauts aériens, filmés en ralenti,
ressemblent à des vols d'oiseaux élégants et mortels, ajoutant une dimension poétique et féminine à la défense de la muraille. La muraille elle-même est filmée comme un personnage à part entière, tantôt écrasante et majestueuse, tantôt vulnérable sous les assauts des vagues de créatures. Zhang Yimou exploite sa verticalité pour des compositions dramatiques, opposant la hauteur humaine des remparts à la marée montante du mal. Les scènes de combat de nuit, éclairées par des volées de flèches enflammées et des lanternes, rappellent l'imaginaire des peintures traditionnelles chinoises mises en mouvement. Cette approche stylisée et théâtrale est une constante dans la filmographie du réalisateur, de Héros à La Cité interdite. Elle vise à émouvoir par la forme et la couleur autant que par l'identification au personnage. Cependant, cet hyper-contrôle esthétique peut aussi créer une distance émotionnelle, le spectateur étant invité à admirer plus qu'à ressentir de l'empathie immédiate. La beauté formelle, parfois froide, domine l'immersion brute dans le combat pour la survie. Les limites de cette approche spectaculaire apparaissent notamment dans le traitement numérique des Tao Tie et des environnements. Pour incarner la menace, le film a massivement recours aux effets visuels générés par ordinateur, créant des hordes de milliers de créatures. Si l'intention est de montrer un danger innombrable et écrasant, le résultat manque parfois de texture et de physicalité, conférant à certaines séquences un aspect artificiel et vidéoludique. La conception des Tao Tie, bien que basée sur des motifs d'anciens bronzes chinois, peut paraître générique au regard des standards du cinéma de monstres. Leur comportement de nuée vorace, dirigé par une reine, rappelle des motifs narratifs déjà vus dans d'autres productions. Cette dépendance au CGI éloigne le film de la puissance tangible et charnelle des combats dans les films de Wuxia de Zhang Yimou, où la prouesse physique des acteurs était au premier plan. Ici, les véritables prouesses sont celles des cascadeurs des troupes spécialisées, mais elles sont noyées dans un flux numérique constant. L'artificialité des grandes batailles contraste parfois avec la beauté plus organique des scènes de préparation, des rituels et des interactions entre les personnages dans les décors réels. Certains plans larges de la muraille envahie par les monstres ressemblent à des fonds verts, manquant de l'ancrage et du poids que des maquettes ou des décors à grande échelle auraient pu apporter. Cette surabondance d'effets spéciaux, caractéristique des blockbusters des années 2010, peut donner l'impression d'un film plus soucieux de son impact visuel immédiat que de la création d'un monde pleinement crédible et immersif. Le spectacle l'emporte alors sur la substance, une critique récurrente adressée au film. La réception critique de La Grande Muraille fut profondément divisée, cristallisant les attentes déçues et les malentendus culturels. En Occident, de nombreux critiques reprochèrent au film un scénario trop conventionnel, voire simpliste, et des personnages sans grande profondeur psychologique. L'intrigue fut jugée prévisible, suivant un arc narratif standard de découverte, d'alliance et de bataille finale épique. Les dialogues, notamment ceux des personnages occidentaux, furent considérés comme fonctionnels, voire maladroits, servant plus à expliquer la situation qu'à révéler des caractères complexes. La performance de Matt Damon fut pointée du doigt, certains y voyant un manque d'investissement, un accent instable et une absence de chimie palpable avec les autres acteurs, en particulier avec Jing Tian. L'impression globale pour une partie de la critique fut celle d'un film de monstre assez banal, sauvé partiellement par la mise en scène visuelle mais incapable de renouveler le genre. La polémique autour du « White Savior » a également biaisé la lecture de nombreux critiques, qui ont parfois vu le film à travers ce seul prisme réducteur. En Chine, la réception fut un peu plus favorable, le public saluant souvent le spectacle et la représentation à grande échelle de la culture et de l'héroïsme chinois à l'écran. La patte visuelle de Zhang Yimou fut reconnue et appréciée, même si certains puristes regrettèrent que le réalisateur s'aventure dans un blockbuster hollywoodien formaté. Le film fut perçu comme une vitrine technique et une démonstration de force de l'industrie cinématographique chinoise, capable de rivaliser en termes de production avec les grands studios. Cependant, même sur son marché domestique, le succès ne fut pas aussi retentissant qu'espéré, le film faisant face à une concurrence féroce et ne devenant pas le phénomène culturel national anticipé. D'un point de vue financier, La Grande Muraille peut être cataloguée comme un échec commercial relatif, voire significatif, au regard de ses ambitions. Avec des recettes mondiales d'environ 334 millions de dollars, il dépasse son budget de production de 150 millions, mais cette somme ne tient pas compte des coûts marketing colossaux, estimés souvent à un montant équivalent. Les analyses financières ont conclu que le film avait engendré une perte nette d'environ 75 millions de dollars pour ses producteurs. Cette performance décevante mit en lumière les risques des mégaproductions transnationales. Le film performa correctement en Chine, engrangeant plus de 170 millions de dollars, mais ce résultat, bien que bon, n'était pas à la hauteur des investissements consentis et des espérances de record. Sur le marché américain et européen, l'accueil fut tiède, le film ne parvenant pas à séduire massivement un public peut-être méfiant face à ce mélange des genres et des cultures.
Cet échec financier relatif tempéra l'enthousiasme initial pour ce type de coproduction à très grande échelle. Il démontra que l'alignement de stars internationales, d'un réalisateur prestigieux et d'effets spéciaux coûteux ne garantissait pas le succès, surtout si le cœur narratif n'était pas suffisamment fort ou universel. Le projet fut perçu comme un calcul commercial trop visible, manquant d'âme et d'authenticité émotionnelle pour créer un lien puissant avec le public mondial. Cet échec servit de leçon à l'industrie, montrant que la véritable fusion culturelle nécessitait plus qu'un plaquage d'éléments. Elle exigeait une histoire profondément enracinée et universellement ressentie. Malgré ses défauts et son échec commercial relatif, l'héritage de la Grande Muraille dans l'écosystème cinématographique mondial est incontestable et important. Le film reste un projet pionnier, un laboratoire à grande échelle qui a testé les mécanismes, les défis et les limites des coproductions sino-américaines de premier plan. Il a démontré la capacité technique et logistique de la Chine à héberger et à co-créer un blockbuster de niveau hollywoodien, avec toute l'infrastructure que cela implique. Le film a servi de rampe de lancement pour une nouvelle phase d'ambition internationale de la part des studios et investisseurs chinois. Il a ouvert la voie, en montrant les écueils à éviter, pour des films ultérieurs qui ont tenté de mieux équilibrer les ingrédients. Par exemple, The Meg, 2018, adopta une formule plus légère et autoconsciente, mélangeant monstres marins et humour, avec un casting international mais une tonalité moins solennelle, et rencontra un meilleur succès commercial. The Wandering Earth, 2019, quant à lui, marqua un tournant en étant un succès planétaire majeur porté par un récit de science-fiction profondément ancré dans une perspective et une production chinoise, avec des éléments internationaux en second plan. Ces films ont, dans une certaine mesure, appris de la Grande Muraille, évité le piège de la prestigieuse coproduction creuse, assumé soit le pur divertissement, soit une identité culturelle plus affirmée, et privilégier une histoire solide. Ainsi, la Grande Muraille peut être vue comme un nécessaire essai transformateur, coûteux mais instructif, qui a permis à l'industrie de mieux cartographier le terrain miné des échanges cinématographiques globaux. Son rôle est donc plus historique et processuel qu'artistique. En conclusion définitive, la Grande Muraille demeure un objet cinématographique fascinant et hybride, à la croisée des ambitions artistiques, commerciales et culturelles. En tant que spectacle visuel, il porte l'empreinte indélébile d'un maître de l'image, Zhang Yimou, qui y déploie avec une virtuosité certaine son répertoire de couleurs, de masses en mouvement et de compositions épiques. Les séquences sur la muraille offrent des moments d'un grandiose visuel rare, où la forme atteint une forme de pureté presque abstraite. En tant que récit et expérience émotionnelle, le film pèche par un scénario conventionnel, des personnages parfois schématiques et un dialogue qui peine à faire vibrer. Sa tentative de fusion culturelle, bien qu'honorable dans son intention, souffre d'un certain manque de naturel et d'une recherche d'équilibre qui peut sembler calculée. La polémique du « White Savior », même si elle est réductrice, pointe un vrai défi narratif non entièrement résolu. Finalement, la place de la Grande Muraille dans l'histoire du cinéma est assurée non par son statut de chef-d'œuvre, mais par son rôle de prototype ambitieux et instructif. Il est la preuve tangible des rêves de convergence des industries du divertissement au début du XXIe siècle et des difficultés pratiques et artistiques qu'une telle convergence implique. Il reste un film à voir pour admirer la vision d'un grand cinéaste confronté au système du blockbuster global et pour comprendre une étape cruciale dans l'évolution des relations cinématographiques entre la Chine et le reste du monde. Le film La Grande Muraille représente une tentative audacieuse de créer une mythologie cinématographique mondiale en fusionnant des récits historiques avec une esthétique de fantaisie spectaculaire. Cette ambition se manifeste dès la conception du projet, où l'idée centrale était de donner à la Grande Muraille une fonction fantastique et épique, dépassant sa réalité historique. L'écriture du scénario a nécessité des années de développement pour trouver l'équilibre entre les codes hollywoodiens et la sensibilité chinoise, un travail d'alchimie narrative complexe. Les personnages principaux, notamment William Garin, ont été sculptés pour incarner des archétypes reconnaissables tout en permettant une évolution psychologique crédible au contact d'une culture étrangère. L'univers des Tao Tie fut développé avec soin, s'inspirant des motifs des bronzes rituaux chinois de la dynastie Shang pour créer une menace à la fois ancestrale et visuellement cohérente avec le patrimoine culturel. La création de l'ordre sans nom répondait au désir de montrer une société militaire hautement sophistiquée et autonome, capable de fonctionner selon ses propres règles et rituels séculaires. Chaque division de l'armée, avec sa spécialisation et sa couleur distinctive, fut imaginée comme une pièce essentielle d'un mécanisme défensif parfait, ajoutant une dimension tactique et visuelle au récit. La relation entre les deux mercenaires européens fut conçue pour apporter une dynamique de cynisme et de réel-politique, contrastant avec l'idéalisme sacrificiel des défenseurs chinois. Le parcours de Pedro Pascal, en particulier, offre un contrepoint moral intéressant, montrant un personnage qui résiste plus longtemps aux valeurs du collectif.
L'inclusion du personnage de Ballard, joué par Willem Dafoe, ajoute une couche de complexité en illustrant la corruption et l'opportunisme qui peuvent germer même au sein de ce sanctuaire isolé. La commandante Lin Mae fut écrite pour briser les stéréotypes, représentant une figure féminine d'autorité naturelle, compétente et respectée, dont le leadership n'est jamais remis en question. Sa relation avec Garin évite soigneusement le cliché de la romance forcée, privilégiant un respect mutuel et une alliance fondée sur des valeurs communes découvertes. Le stratège Wang incarne la dimension intellectuelle et spirituelle du combat, reliant la bataille immédiate à une histoire millénaire et à une compréhension scientifique des phénomènes. La reine des Tao Tie, bien que monstrueuse, est dotée d'une logique biologique et sociale qui structure les attaques et offre une faille exploitable par les héros. Le film construit ainsi une mythologie complète, avec ses propres règles, son histoire secrète et sa géographie symbolique, où la muraille devient la frontière ultime entre la civilisation humaine et le chaos primitif. L'exploration des thèmes philosophiques dans la Grande Muraille dépasse le simple affrontement entre le bien et le mal pour toucher à des questions de destin, de confiance et de rédemption. La notion de destin est omniprésente, que ce soit dans le cycle inéluctable des attaques des Tao Tie ou dans la destinée des soldats nés pour servir sur la muraille. William Garin, lui, semble guidé par un destin plus personnel, celui d'un homme en quête de sens qui finit par le trouver dans un lieu et une cause qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le thème de la confiance constitue l'épine dorsale de son évolution, passant de la méfiance absolue envers tous à une capacité à s'en remettre à ses nouveaux alliés, même au péril de sa vie. Sa rédemption n'est pas religieuse mais morale et sociale, rachetant une vie de pillage et d'égoïsme par un acte de sacrifice ultime pour une communauté qui n'est pas la sienne. Le film interroge également la nature de l'héroïsme, en montrant qu'il peut résider aussi bien dans l'exploit individuel que dans l'obéissance disciplinée à un plan collectif. L'héroïsme des soldats de l'ordre est anonyme, institutionnel, et c'est précisément cette absence de glorification personnelle qui le rend plus noble. En parallèle, le matériau de la poudre noire introduit un thème technologique et éthique, symbolisant le pouvoir destructeur mais aussi la curiosité intellectuelle qui peut être détournée vers la cupidité. La façon dont les Chinois ont domestiqué cette invention, non pour la guerre entre humains mais pour la défense de l'humanité, oppose deux visions du progrès. Le thème du sacrifice est traité de manière non sentimentale mais ritualisée, à travers les funérailles célébrées pour les soldats tombés, où les lanternes s'envolent vers le ciel. Cette ritualisation de la mort atténue l'horreur de la guerre tout en magnifiant la dignité de ceux qui se sacrifient. La relation à la nature est également présente, les Tao Tie représentant une force naturelle dévorante et incontrôlable, que la civilisation tente de canaliser et de repousser par la technologie et l'organisation. La muraille elle-même est l'expression ultime de cette volonté humaine de dresser une barrière rationnelle contre le chaos, qu'il soit naturel ou monstrueux. Enfin, le film aborde subtilement le thème de la communication et de la compréhension interculturelle, les personnages devant dépasser la barrière de la langue et des préjugés pour coopérer. Ce n'est pas par la parole mais par l'action, par la démonstration de courage et de compétence, que la confiance s'établit entre Garin et les commandants chinois. Ainsi, le film propose une réflexion sur les fondements universels de l'honneur et du courage qui transcendent les spécificités culturelles. La direction artistique et la conception visuelle de la Grande Muraille forment un écosystème cohérent où chaque élément contribue à une esthétique de grandeur contrôlée. Les costumes, œuvre du célèbre costumier May Rubeo, ne sont pas de simples uniformes mais des armures cérémonielles, alliant fonctionnalité martiale et symbolisme chromatique intense. Le bleu de la troupe de la grue évoque à la fois le ciel et la sérénité, contrastant avec la brutalité de leur mission de plongeuse suicide. Le rouge des archers incarne la puissance, le danger et l'énergie vitale, tandis que le noir des ingénieurs suggère la stabilité, la terre et la patience du travail de sape. L'or des commandants et du stratège marque le statut hiérarchique et la connexion avec la sagesse et l'autorité impériale. Les armures des Tao Tie, en revanche, sont dans des tons de vert et de gris métallique, évoquant le bronze ancien, la pourriture et une organique minérale, les distinguant radicalement du monde humain. Les décors intérieurs, comme la salle du trône ou les quartiers des commandants, mêlent l'architecture monumentale de la pierre à des éléments de bois laqué et de soierie, créant une ambiance à la fois austère et raffinée. La salle où est conservé le savoir sur les Tao Tie, avec ses parchemins et ses artefacts, rappelle une bibliothèque monastique ou un laboratoire d'alchimistes, soulignant la dimension savante de la guerre. Les armes sont également conçues avec un souci esthétique marqué. Les lances des grues sont élancées et précises, les haches des ours sont massives et intimidantes, les arcs sont des objets d'artisanat fin. La machine à flèches géante, combinant la poudre noire et la mécanique, est un exemple de cette ingénierie fantastique qui semble plausible dans son contexte. Même les accessoires,
comme les masques de cérémonie ou les instruments de musique utilisés pour transmettre les ordres, sont intégrés à l'univers visuel et narratif. La direction artistique étend son influence aux séquences en extérieur, comme la forêt où les mercenaires sont pourchassés au début, utilisant les troncs d'arbres et la brume pour créer un espace mystérieux et menaçant. Les plans sur le désert qui entoure la muraille accentuent l'isolement de la forteresse et son rôle d'avant-poste au bout du monde. La nuit, l'éclairage est souvent assuré par des sources diégétiques torchées, lanternes, flèches enflammées qui sculptent les visages et les décors en clair-obscur dramatique. Cette cohérence stylistique totale, du plus grand décor au plus petit accessoire, plonge le spectateur dans un monde à la fois familier par ses références historiques et totalement inventées, où la beauté formelle sert la narration et le symbolisme. L'analyse de la mise en scène et de la chorégraphie des séquences d'action révèle la patte unique de Zhang Yimou et sa capacité à transformer la violence de guerre en une forme d'art spectaculaire. Chaque mouvement de troupe est réglé avec une précision millimétrique, créant des patterns géométriques qui évoquent les déploiements tactiques des anciens traités militaires chinois. Les changements de formation pendant la bataille ressemblent à des mouvements d'échecs à grande échelle, où l'intelligence stratégique prime sur la simple force brute. Les scènes d'attaque des Tao Tie sont construites comme des vagues successives, chacune testant une faille différente dans la défense humaine, permettant de mettre en valeur la spécialisation de chaque division. Les plongeons de la troupe de la grue sont filmés avec des angles variés, en contre-plongée pour magnifier leur élan, en plongée pour montrer la précision de leur cible, en ralenti pour exalter la grâce de leur chute. Cette esthétisation de l'acte guerrier n'est pas une gratuité. Elle illustre visuellement la philosophie de l'ordre, où même la mort est ritualisée et intégrée à une chorégraphie plus grande. Les combats au corps à corps, moins nombreux, privilégient l'efficacité et la synchronisation de petits groupes plutôt que les duels spectaculaires de Wuxia. Zhang Yimou utilise souvent des plans larges fixes pour montrer l'ensemble de l'action, comme un metteur en scène de théâtre montrerait une scène, laissant au spectateur le soin de parcourir l'image dense d'informations. Les moments de tension sont souvent construits par le silence et l'attente, comme avant l'assaut des Tao Tie, où seuls résonnent les tambours et les gonds. La musique de Ramin Djawadi épouse parfaitement cette approche, mêlant des thèmes épiques occidentaux à des instruments traditionnels chinois comme le guzheng ou les percussions, rythmant l'action comme une partition. La scène de la chasse aux Tao Tie dans les montagnes enneigées offre une respiration et change de registre, adoptant un style plus proche du film d'aventure et de survie, avec des traques et des pièges. La séquence finale dans la tour en feu constitue l'apothéose de cette mise en scène, combinant huis clos, course contre la montre et sacrifice, le tout dans un décor de flammes et de chutes vertigineuses. La direction d'acteurs dans l'action est également notable. Les soldats chinois affichent une impassibilité et une détermination stoïque, même dans la panique, renforçant l'idée d'une discipline surhumaine. En contrepoint, les réactions de peur et d'improvisation des mercenaires européens humanisent la terreur face aux monstres. Ainsi, la mise en scène ne se contente pas de montrer une bataille. Elle raconte, par le mouvement et l'image, la confrontation entre deux ordres du monde, l'organisé et le chaotique, le civilisé et le primal. Et la réception et l'héritage culturel du film doivent être analysés au-delà des simples chiffres du box-office, dans leur dimension d'objet transitionnel entre deux ères du cinéma mondial. Le film a servi de catalyseur à des discussions essentielles sur la représentation culturelle dans les blockbusters, poussant les studios à une plus grande prudence et réflexion sur ces questions. Il a également mis en lumière l'importance croissante et les attentes spécifiques du public chinois, devenu un arbitre incontournable du succès mondial. En Chine, le film a été perçu comme une démonstration de soft power cinématographique, une preuve que le pays pouvait produire des images à la hauteur des standards hollywoodiens. Pour beaucoup de jeunes cinéphiles chinois, il a représenté une porte d'entrée vers une carrière dans les effets visuels et la production de films à grand budget, stimulant l'industrie locale. Le film a aussi initié un débat en Chine sur les vertus et les risques des coproductions, entre purisme culturel et désir de conquête mondiale. En Occident, il a peut-être échoué à convaincre la critique, mais il a durablement installé l'idée que le cinéma chinois de genre pouvait viser l'international avec une esthétique affirmée. Il a pavé la voie pour une plus grande curiosité envers les films de réalisateurs chinois, au-delà des seuls films d'auteurs festival. Sur le plan des techniques de production, il a permis des transferts de compétences entre équipes techniques américaines et chinoises, dans des domaines comme la gestion de foules numériques ou la logistique de tournage sur site. Le film a aussi influencé l'approche marketing, montrant la nécessité de campagnes différentes selon les territoires, mettant en avant Matt Damon pour l'Occident et les éléments visuels spectaculaires pour l'Asie. Son échec relatif a conduit les investisseurs chinois à se tourner vers des stratégies différentes, comme le financement de films hollywoodiens classiques ou le développement de franchises purement locales à vocation mondiale. Le film reste étudié dans les écoles de cinéma comme cas d'école des défis de la coproduction et de la construction d'un univers fantasy hybride.
Il a aussi montré les limites du Star System global lorsque le script n'est pas à la hauteur, la présence de Matt Damon n'ayant pas suffi à sauver le film. Enfin, il persiste comme un objet de fascination pour les amateurs de design de production et d'esthétique Zhan Yimou, ses images continuant à circuler et à impressionner en dehors du contexte narratif. En ce sens, malgré ses faiblesses narratives, La Grande Muraille a laissé une empreinte bien plus profonde et complexe que beaucoup de films au succès plus immédiat mais plus éphémère. Il demeure un chapitre essentiel dans le livre d'histoire du cinéma du XXIe siècle, celui de la mondialisation des écrans et de ses tumultes créatifs. Et la dimension sonore du film constitue un pilier essentiel de son identité épique, où la bande-son de Ramin Djawadi opère une fusion subtile entre l'orchestration symphonique occidentale et les tonalités des instruments traditionnels chinois. Les cuivres héroïques et les percussions puissantes caractérisent les thèmes associés à l'ordre sans nom, évoquant une grandeur immuable et une résolution inflexible face à l'adversité. En contraste, les motifs liés au Tao Te s'appuient sur des basses profondes, des grattements métalliques et des cris synthétiques qui instillent un sentiment d'horreur organique et de menace innombrable. Le thème principal, qui accompagne souvent les plans larges de la muraille, possède une mélancolie solennelle, rappelant le poids des siècles de vigilance et le sacrifice des générations oubliées. L'utilisation diégétique du son est tout aussi cruciale, avec les roulements de tambours transmettant les ordres de bataille et créant un rythme cardiaque angoissant à l'approche des hordes. Les cris de guerre des différentes troupes, distincts et synchronisés, servent à la fois d'indicateurs tactiques et d'éléments rituels renforçant l'unité psychologique des défenseurs. Les silences soudains, comme celui précédant l'attaque des grues en plongeon, amplifient la tension avant l'explosion orchestrée de l'action. Le bruitage des armes, du sifflement des flèches au grondement des machines de siège, est travaillé pour être à la fois réaliste et musical, intégré à la partition globale. La scène de la tempête de flèches enflammées est un sommet de cette synesthésie audiovisuelle, où la musique, les impacts et les cris créent une cacophonie maîtrisée traduisant le chaos de la bataille. La voix off introductive de Matt Damon, bien que conventionnelle, ancre immédiatement le récit dans une perspective personnelle et mémorielle, celle d'un homme racontant la plus grande aventure de sa vie. Les dialogues entre les mercenaires, souvent chuchotés ou empreints de cynisme, créent une intimité sonore qui contraste avec la résonance publique et déclarative des ordres donnés par les commandants chinois. Les soupirs du vent sur les remparts et les échos dans les couloirs de pierre de la forteresse ajoutent une texture acoustique qui ancre l'action dans un lieu physique et palpable. La bande-son participe ainsi pleinement à la construction du monde, définissant ses frontières culturelles par le son et utilisant la musique comme un langage émotionnel universel pour transcender les barrières linguistiques mises en scène. Et la construction des personnages secondaires et des foules dans la Grande Muraille mérite une analyse détaillée, car elle révèle la philosophie du film sur l'individu au sein de la masse. Les soldats de l'ordre sans nom, bien qu'uniformes, ne sont pas dépeints comme des automates mais comme des visages résolus, dont on perçoit la jeunesse, la détermination et parfois la peur maîtrisée. Zhan Yimou prend le temps de montrer des moments de vie collective en dehors du combat, l'entraînement, les repas, les cérémonies, donnant une épaisseur humaine à cette armée d'élite. Chaque division développe une microculture, visible dans la façon dont les ingénieurs manipulent leurs outils avec une précision d'artisans ou dont les archers nettoient leurs arcs avec un soin ritualisé. Le personnage du général Shao, interprété par Zhan Hanyu, incarne l'autorité traditionnelle et le dévouement absolu, sa mort étant traitée non comme un moment héroïque spectaculaire mais comme une transition sobre et digne, soulignant la banalité du sacrifice dans cette guerre. Les conseillers qui entourent le stratège Wang représentent les différentes facettes du savoir, l'historien, le naturaliste, l'astrologue, montrant que la défense repose sur un corpus intellectuel complet et non sur la seule force brute. Les personnages de soldats anonymes qui meurent en accomplissant des actes précis, tenir un portail, actionner une machine, individualisent brièvement la masse pour rendre hommage à chaque maillon de la chaîne. Du côté occidental, le personnage de Pero Tovar, joué par Pedro Pascal, offre une ambiguïté morale intéressante. Son arc n'est pas une rédemption complète mais une réaffirmation pragmatique de l'amitié et de la survie, conservant une part d'égoïsme qui le rend plus complexe. Ballard, le prisonnier interprété par Willem Dafoe, fonctionne comme un miroir déformant de Garin, montrant ce que ce dernier aurait pu devenir s'il avait cédé à la cupidité et à la trahison totale. Les interactions entre les soldats chinois et les mercenaires européens, souvent non verbales, montrent une curiosité réciproque, une méfiance qui se dissipe progressivement à travers des gestes de solidarité concrète. La foule des Tao Te, à l'inverse, est délibérément privée de toute individualité, agissant comme un essaim guidé par une intelligence collective primitive, ce qui renforce leur nature de fléau naturel plutôt que d'armée ennemie. La reine Tao Te, bien qu'à peine caractérisée, est dotée d'une présence physique écrasante et d'une logique biologique, la reproduction,
la nourriture, qui en fait une antagoniste compréhensible dans ses motivations. La construction des personnages féminins va au-delà de l'Inmae, avec des figures comme l'impératrice, évoquée mais jamais vue, qui plane comme une autorité lointaine, et les nombreuses guerrières de la troupe de la grue qui démontrent une compétence égale à celle des hommes. Ainsi, le film esquisse une société entière avec ses hiérarchies, ses spécialisations et ses codes, où même les figures secondaires contribuent à la densité du monde et à la crédibilité de la lutte collective. L'architecture narrative et la structure du scénario de La Grande Muraille suivent un schéma classique en 3 actes, mais l'habillage culturel et les thèmes spécifiques lui confèrent une saveur distinctive. Le premier acte, consacré à la découverte, fonctionne comme un film d'aventure et de mystère, suivant les mercenaires perdus qui tombent sur un secret bien gardé. La séquence d'ouverture, avec la poursuite dans la forêt et l'affrontement avec une créature isolée, joue le rôle d'un prologue accrocheur qui pose immédiatement la question du monstre et des compétences de Garin. L'arrivée à la muraille et la capture des Européens créent un suspense fondé sur l'incompréhension et la menace d'exécution, typique des récits de rencontres entre cultures. La première attaque majeure des Tao Tie constitue la séquence pivot qui valide la véracité de la menace et force les prisonniers à choisir un camp pour leur survie immédiate. Le deuxième acte, celui de l'apprentissage et de l'intégration, voit Garin passer de prisonnier à allié temporaire, tandis que le film expose les règles du monde, l'organisation de l'ordre et la mythologie des Tao Tie. Les scènes d'entraînement et de préparation à la bataille décisive permettent de développer les relations entre les personnages et de montrer la valeur de Garin sans en faire le sauveur unique. La trahison de Ballard et la tentative de vol de la poudre noire introduisent un conflit secondaire qui rappelle les motivations initiales des mercenaires et sert de catalyseur pour le choix moral définitif de Garin. Le troisième acte, entièrement consacré à la bataille finale et à ses conséquences, est une succession de séquences d'action de plus en plus désespérées, testant chaque stratégie et chaque division jusqu'à leurs limites. La destruction progressive des défenses de la muraille et la retraite vers la forteresse intérieure créent un sentiment de rétrécissement et de huis clos, accentuant la tension. La mission suicide pour tuer la reine Tao Tie constitue le climax traditionnel, mais il est notable qu'elle ne soit pas menée par un héros solitaire mais par un duo, Garin et l'Inmae, intégré à un plan plus vaste. L'épilogue, avec le départ de Garin et la reconstruction, est sobre et évite le triomphalisme excessif, rappelant le coût humain de la victoire et le cycle éternel de la vigilance. La structure, bien que classique, est efficace car elle sert de cadre familier à des éléments culturels et visuels moins familiers pour un public international. Elle permet une progression claire des enjeux et une évolution mesurée des personnages, même si elle laisse peu de place à la surprise narrative. Le scénario fait le choix de la clarté et de l'efficacité spectaculaire sur l'innovation structurelle, assumant son rôle de véhicule pour un spectacle visuel et une démonstration de valeur collective. La symbolique des couleurs, signature de Zanimou, est poussée à son paroxysme dans La Grande Muraille et mérite une interprétation approfondie au-delà du simple code visuel. Le bleu de la troupe de la grue n'évoque pas seulement le ciel, mais aussi la profondeur, la loyauté et la vérité, des vertus associées à leur mission sacrificielle de précision absolue. Le rouge des archers est la couleur du sang, du feu et de la vitalité yang, incarnant l'énergie offensive et l'action directe nécessaire pour contenir l'assaut frontal. Le noir des ingénieurs symbolise la terre, la stabilité, la patience et le savoir-faire technique, ancrant la défense dans le concret et la persévérance. L'or des commandants et du stratège renvoie non seulement à la richesse et au pouvoir, mais aussi à la sagesse, à l'illumination et à la connexion avec le divin ou l'impérial. La palette globale de la muraille et des uniformes, basée sur des couleurs primaires saturées, crée un monde hyper stylisé qui se détache du réalisme terreux des décors extérieurs, soulignant que l'ordre sans nom est une société en dehors du temps. Les Tao Tie, en revanche, sont enveloppés dans une gamme de verts sombres, de gris et de brun, couleur de la pourriture, du bronze oxydé et de la chair morte, les rattachant au règne minéral et à la décomposition. Le feu, omniprésent sous forme de flèches enflammées, de torchées et d'explosions, est la couleur dynamique de la résistance humaine, l'élément qui repousse l'obscurité et la froideur des monstres. Le blanc de la neige dans la séquence de chasse offre une parenthèse de pureté et de neutralité, un terrain vierge où les règles du jeu changent et où les compétences de traqueur de Garin peuvent s'exprimer pleinement. Les lanternes volantes lors de la cérémonie funéraire, point de lumière chaude dans la nuit froide, symbolisent les âmes des défunts s'élevant vers les cieux, une image d'une grande poésie mélancolique. L'usage du vert dans la salle du stratège, couleur associée au savoir, à la croissance et à l'équilibre, cadre un espace de réflexion et d'étude à l'abri de la fureur des combats. La symbolique s'étend même au moment clé. La scène où Garin nettoie son armure de la boue verte des Tao Tie peut être lue comme une purification symbolique, le lavage de sa souillure initiale et de son cynisme. Ainsi,
La couleur n'est pas un simple habillage esthétique mais un système sémiotique complexe qui raconte une histoire parallèle sur les valeurs, les fonctions et l'identité des forces en présence, renforçant la dimension mythologique et épique du récit. Et la place de la Grande Muraille dans la carrière de Zhang Yimou et dans le cinéma chinois contemporain révèle un tournant significatif et un objet cinématographique à la croisée de plusieurs chemins. Pour Zhang Yimou, ce film représente à la fois un retour au wuxia spectaculaire après des films plus intimistes et une plongée dans les eaux profondes du système hollywoodien. On y retrouve sa fascination pour les masses en mouvement, les rituels collectifs et l'héroïsme sacrificiel, thèmes présents dans Héros ou de la Cité interdite, mais transposés à une échelle démesurée et pour un public global. Cependant, la contrainte du blockbuster international semble avoir bridé certaines de ses audaces narratives, le cantonnant à un rôle de grand ordonnateur du spectacle visuel plutôt que de conteur démiurge. Le film marque aussi son entrée dans l'ère du tout numérique, loin des prouesses physiques et des décors réels qui faisaient la force de ses premiers films. Dans le paysage du cinéma chinois, La Grande Muraille est un des premiers et des plus visibles exemples de la stratégie « sortir de Chine », visant à exporter non seulement des films, mais une vision du monde et une esthétique. Il précède et prépare des succès comme Wolf Warrior 2 ou The Wandering Earth, qui affirmeront une confiance renouvelée dans les récits purement chinois pour le marché mondial. Le film s'inscrit également dans une tendance des années 2010 à la réhabilitation et à la mythification de symboles nationaux à travers le cinéma de genre, la muraille devenant ici une arche de la civilisation. Son échec relatif a servi de leçon salutaire, indiquant que la voie du syncrétisme forcé avec Hollywood n'était peut-être pas la seule, ni la meilleure, pour conquérir les cœurs et les marchés. Pour les studios chinois, il a été un laboratoire coûteux mais instructif sur les attentes des publics, les coûts de production et la gestion des talents internationaux. Sur le plan esthétique, le film a influencé une génération de réalisateurs et de directeurs artistiques chinois, montrant qu'il était possible de rivaliser avec le niveau de finition visuelle des plus grands studios. Il a aussi contribué à normaliser la présence d'acteurs chinois dans des rôles principaux et non plus secondaires ou exotiques dans des productions à visée mondiale. Enfin, malgré ses défauts, La Grande Muraille reste pour Zhang Yimou une œuvre charnière, celle qui l'a confronté aux limites et aux potentialités du cinéma en tant qu'industrie mondiale, une expérience qui a sans doute informé ses projets ultérieurs. Le film demeure ainsi un monument ambigu, à la fois testament d'une ambition démesurée et pierre tombale d'un certain modèle de coproduction, mais dont l'ombre portée continue d'influencer les relations entre les deux plus grandes industries cinématographiques du monde. Le film La Grande Muraille peut être examiné à travers le prisme de sa gestion du temps et de l'espace, deux dimensions structurantes qui façonnent son récit et son impact émotionnel. Le temps historique est d'emblée contracté et mythifié, la muraille étant présentée comme le fruit de siècles de lutte secrète contre une menace cyclique, effaçant ainsi sa fonction géopolitique réelle au profit d'une légende épique. Le temps cyclique des attaques Tao Tie, tous les 60 ans, impose un rythme apocalyptique et fataliste, créant une urgence narrative tout en ancrant le conflit dans une temporalité presque naturelle, comme les saisons ou les éclipses. Le temps personnel des protagonistes est, lui, linéaire et transformateur, notamment pour William Garin qui traverse en quelques jours une crise existentielle accélérée par l'immédiateté du danger. Le film juxtapose ainsi le temps long, presque géologique, de la civilisation et de ses défenses, avec le temps court et précipité de la bataille et de la décision individuelle. L'espace, quant à lui, est rigoureusement hiérarchisé et symbolique. L'extérieur de la muraille représente le territoire sauvage, chaotique et dominé par les Tao Tie, un espace de mort et d'inconnu. La muraille elle-même est un espace liminaire, une frontière fortifiée où se joue l'affrontement, un lieu de tension permanente entre l'ordre humain et le chaos monstrueux. L'intérieur de la forteresse constitue un sanctuaire de civilisation, d'organisation et de savoir, mais aussi un espace de claustration où les secrets et les tensions internes peuvent fermenter. La verticalité est constamment exploitée, des plongeons des grues aux chutes des soldats, pour dramatiser la bataille et souligner les enjeux de hauteur et de chute, littérale et morale. La progression des Tao Tie est souvent filmée comme un flux horizontal, une marée inexorable venant s'écraser contre la barrière verticale humaine, renforçant l'impression de pression constante. Les séquences dans les montagnes enneigées offrent un espace ouvert et neutre, un plateau de jeu tactique où les règles du combat changent, privilégiant le tracker solitaire face à la bête isolée. L'architecture interne, avec ses escaliers monumentaux, ses salles voûtées et ses couloirs étroits, guide et contraint les mouvements des personnages, influençant la chorégraphie des combats et des fuites. La gestion de l'espace lors des scènes de foule démontre la maîtrise de Zhang Yimou, qui parvient à rendre lisibles des mouvements complexes en jouant sur les contrastes de couleurs et les plans larges structurés. L'espace sonore, évoqué précédemment, renforce cette géographie,
avec les échos dans la forteresse, les cris lointains des monstres et le silence pesant des moments d'attente. Le temps et l'espace fusionnent ainsi pour créer un diorama vivant, une immense scène de théâtre où se déroule un drame aux dimensions à la fois intimes et cosmiques, où chaque personnage doit trouver sa place dans la grande mécanique de l'histoire et de la géographie. L'analyse des influences littéraires et cinématographiques qui traversent la Grande Muraille permet de le situer dans une tradition plus vaste que le simple blockbuster sino-américain. On peut y déceler l'héritage des récits de forteresses assiégées, de Seven Samurai, de Kurosawa aux films de zombies comme World War Z, où une communauté hétéroclite doit s'organiser pour repousser une horde innombrable. La figure du mercenaire désenchanté qui retrouve une cause, incarnée par William Garin, appartient à une longue lignée de héros occidentaux, du soldat d'aventure au cow-boy solitaire, en quête de rédemption dans un lieu étranger. La mythologie des Tao Tie et leur cycle d'attaque rappellent les récits d'horreur Lovecraftiens, où des entités anciennes et incompréhensibles se réveillent à intervalles réguliers pour menacer l'humanité. L'organisation très ritualisée et colorée de l'ordre sans nom évoque davantage les opéras de Pékin ou les spectacles de danse contemporaine que les armées historiques, montrant l'influence des arts de la scène chinoise sur l'imaginaire de Zhang Yimou. Le film dialogue aussi avec la tradition du wuxiapian, film de sabre, non pas par ses combats individuels, mais par son code d'honneur, son thème du sacrifice pour la communauté et sa dimension presque chevaleresque des héros. L'influence des films de monstres hollywoodiens, des kaiju, japonais aux créatures des films de Guillermo del Toro, est palpable dans la conception des Tao Tie et des scènes d'assaut massifs, mais filtrée par une esthétique et une symbolique proprement chinoises. On peut également percevoir des échos des films de guerre épiques, comme La chute du faucon noir, ou Il faut sauver le soldat Ryan, dans la mise en scène du chaos contrôlé des batailles et de la camaraderie sous le feu. La quête de la poudre noire et l'arrivée des Européens en Chine font référence aux récits d'exploration et de premières rencontres, un sous-genre historique que le film réinterprète à travers le prisme de la fantaisie. L'esthétique visuelle, avec ses masses en mouvement et ses couleurs symboliques, est en dette évidente envers les propres œuvres antérieures de Zhang Yimou, notamment Héros et La Cité interdite, créant une continuité dans son exploration de l'histoire et du pouvoir à travers l'image. Cependant, le film évite le pur pastiche en fusionnant ses influences dans un creuset narratif unique qui vise à créer un mythe fondateur moderne pour un monument iconique. Il s'agit moins d'un collage que d'une réécriture, où la Grande Muraille devient le point de convergence de multiples traditions narratives, orientales et occidentales, pour en faire le décor d'une fable universelle sur la confiance et la civilisation. Cette hybridité fait à la fois sa richesse et sa fragilité, le rendant parfois difficile à catégoriser pour un public habitué à des genres plus définis. En fin de compte, la Grande Muraille se présente comme une œuvre profondément intertextuelle, qui invite à une lecture en couches, où chaque spectateur peut reconnaître et apprécier les différentes traditions dont il se nourrit pour construire son spectacle. Est la question de la traduction culturelle et du doublage, des valeurs dans la Grande Muraille est centrale pour comprendre à la fois ses intentions et les malentendus qu'il a pu générer. Le film opère une traduction littérale et symbolique des valeurs confucéennes et collectivistes dans le langage visuel et narratif du blockbuster hollywoodien. La loyauté, le respect de la hiérarchie et le sacrifice pour le bien commun, vertus centrales dans la pensée traditionnelle chinoise, sont incarnés par l'ordre sans nom et ses rituels impeccables. La méfiance traditionnelle envers l'étranger et le mercantilisme, souvent attribués aux Occidentaux dans l'historiographie chinoise, sont projetés sur les personnages de Garin et Tovar, avant leur transformation. Le film tente ainsi de parler Hollywood, pour véhiculer un message profondément ancré dans une sensibilité culturelle différente, en espérant que l'universalité des thèmes de bravoure et de sacrifice fasse passer la spécificité du cadre. Cette entreprise de traduction passe aussi par les corps, la discipline physique des soldats chinois, leur synchronisation parfaite, est montrée comme une forme de beauté et d'efficacité supérieure à la force brute ou à l'individualisme héroïque. Le personnage de Lin Mae sert de pont culturel idéalisé. Elle parle anglais, maîtrise les arts martiaux, incarne l'autorité et la compassion, représentant ainsi une Chine ouverte, forte et civilisée, prête au dialogue mais ferme sur ses principes. Le conflit n'est donc pas tant entre la Chine et l'Occident qu'entre deux systèmes de valeurs, dont l'un, le collectivisme discipliné, est présenté comme plus adapté à la survie face à une menace existentielle. Cependant, cette traduction peut parfois sonner faux, les dialogues explicatifs sur la confiance paraissant didactiques et les rituels semblant trop parfaits pour être vrais, créant une distance avec le public occidental habitué à un naturalisme plus grand. La réception critique occidentale, en se focalisant sur le « white savior », a peut-être manqué cette tentative de traduction, interprétant l'intégration de Garin comme une capitulation narrative plutôt que comme l'illustration de la supériorité du système qu'il absorbe.
Le film souffre peut-être d'avoir trop voulu expliciter son message, au lieu de le laisser émerger naturellement de l'action et des images, domaine où Zanimou excelle. La question sous-jacente est celle de la possibilité même d'un langage cinématographique véritablement hybride et égalitaire dans le cadre contraignant d'un blockbuster à 150 millions de dollars, où les impératifs commerciaux peuvent étouffer les nuances culturelles. La Grande Muraille reste néanmoins une expérience fascinante de traduction culturelle à grande échelle, une tentative, imparfaite mais courageuse, de faire du cinéma commercial un espace de dialogue et de présentation de soi à l'autre. Son héritage le plus durable pourrait être d'avoir ouvert la voie à des films qui, comme The Wandering Earth, assumeront une perspective culturelle encore plus affirmée, tout en maîtrisant mieux les codes narratifs internationaux. Les dimensions économiques et industrielles du projet La Grande Muraille éclairent les raisons profondes de son existence et les défis qu'il a rencontrés bien au-delà des simples questions de scénario. Le film a été conçu à une époque où l'industrie cinématographique chinoise, dopée par une croissance économique fulgurante, cherchait à la fois à consolider son marché intérieur et à exporter sa production à l'étranger. Le groupe Wanda, après le rachat de Legendary Entertainment en 2016, incarnait cette ambition de devenir un acteur majeur à Hollywood, et La Grande Muraille devait en être le fleuron, la preuve conceptuelle de cette synergie. Le budget record pour un film tourné en Chine était aussi un investissement dans l'infrastructure locale, des studios aux sociétés d'effets visuels, visant à faire monter en gamme toute une industrie. La stratégie de distribution fut elle aussi duale. Une campagne massive en Chine, exploitant le patriotisme culturel et la starification de Jing Tian et Andy Lau, et une campagne internationale centrée sur Matt Damon et le spectacle visuel. Cependant, le modèle économique des « Étant Paul », film à très gros budget, est impitoyable. Pour être rentable, La Grande Muraille devait rapporter au moins 450 millions de dollars mondialement, un seuil qu'il n'a pas atteint, en grande partie à cause de performances décevantes en Amérique du Nord et en Europe. Cet échec relatif a eu des conséquences en chaîne. Il a temporairement refroidi l'appétit pour les coproductions sino-américaines aussi ambitieuses, poussant les investisseurs chinois vers des participations financières plus silencieuses dans des franchises hollywoodiennes établies. Il a aussi conduit les studios chinois à réévaluer leurs priorités, en se concentrant davantage sur le marché domestique et sur des films qui plaisent d'abord au public local, avec un potentiel d'exportation secondaire. Le film a également mis en lumière les différences culturelles dans le marketing. Ce qui fonctionne en Chine, l'esthétique spectaculaire, le message collectif, ne résonne pas forcément de la même manière avec les audiences occidentales, plus habituées à l'ironie et à l'identification individuelle aux héros. Sur le plan industriel, le tournage a néanmoins laissé un héritage positif en termes de transfert de compétences et de démonstration des capacités logistiques chinoises à gérer une production de cette envergure. L'expérience a montré que fusionner deux systèmes de production aussi différents, le système crew hollywoodien et le système hiérarchisé chinois, n'était pas sans friction, nécessitant une gestion et une diplomatie constante. En fin de compte, La Grande Muraille peut être vue comme le symptôme d'un moment précis dans la mondialisation du cinéma, celui d'une confiance peut-être excessive dans le pouvoir attractif d'un simple alignement d'éléments commerciaux, sans une alchimie créative suffisamment forte. Son étude reste un cas d'école pour les producteurs, les distributeurs et les analystes de l'industrie, illustrant à la fois les rêves de convergence et les réalités économiques brutales du cinéma global du XXIe siècle. En conclusion élargie, La Grande Muraille transcende son statut de simple film pour devenir un objet culturel complexe. Un miroir tendu aux relations sino-occidentales et aux ambitions du cinéma comme industrie globale. Il est le réceptacle de désirs multiples, celui de Zhang Yimou de conquérir une nouvelle audience, celui des producteurs chinois de valider leur puissance industrielle, celui du public mondial de découvrir un spectacle inédit. Le film échoue partiellement à synthétiser parfaitement ses désirs en une œuvre organique, mais son existence même et les discussions qu'il a provoquées sont riches d'enseignements. Il force à interroger ce que nous attendons d'un film mondial. Doit-il gommer les spécificités culturelles pour rechercher un plus petit dénominateur commun, ou au contraire les affirmer au risque de créer une distance? Son esthétique, bien que parfois froide, demeure une démonstration de la puissance de l'image pensée comme un tableau vivant, une tradition dans laquelle Zhang Yimou est un maître incontesté. Les critiques sur son scénario ou ses personnages, souvent justifiés, ne doivent pas faire oublier qu'il fonctionne avant tout comme une fable visuelle, une allégorie sur la construction et la défense de la civilisation contre les forces du chaos. Dans cette optique, chaque détail, des couleurs des armures au rituel des funérailles, participe à la construction de ce mythe. Plus qu'un simple divertissement, La Grande Muraille est une proposition, une offre de dialogue culturel à travers le langage du spectacle de masse. Si cette proposition a été en partie rejetée ou mal comprise, elle a néanmoins ouvert un espace de possibilités. Les films qui ont suivi, en Chine et ailleurs, ont pu apprendre de ses erreurs et de ses succès,
qu'il s'agisse de mieux équilibrer narration et spectacle, ou d'assumer une voie culturelle plus distincte. Ainsi, regarder La Grande Muraille aujourd'hui, c'est moins voir un film abouti que contempler une ambitieuse ébauche, une carte dessinée avec audace mais dont certaines routes se sont révélées être des impasses. C'est cette ambition, cette volonté de créer un pont cinématographique à une échelle jamais tentée auparavant, qui lui assure une place durable, non dans le panthéon des grands films, mais dans l'histoire des grandes tentatives du cinéma mondial. Et la relation entre technologie et tradition constitue un axe de réflexion majeur mais souvent sous-estimé dans La Grande Muraille. L'ordre sans nom ne repose pas uniquement sur le courage et la discipline, mais aussi sur une ingénierie de pointe adaptée à une menace spécifique. Les machines de guerre, comme les arbalètes géantes et les systèmes de treuil pour les grues, montrent une société qui a canalisé son génie inventif vers une unique finalité défensive. La poudre noire, objet de convoitise des mercenaires, est ici détournée de son usage historique destructeur entre humains pour devenir une arme cruciale contre les Tao Tie. Ce choix narratif est significatif. Il propose une réécriture éthique de l'histoire, où la Chine aurait maîtrisé une technologie explosive non pour la guerre de conquête, mais pour la préservation de l'humanité. La connaissance n'est pas non plus purement empirique. Elle est encyclopédique, archivée dans la bibliothèque du stratège Wang, fusionnant l'observation scientifique des créatures avec des archives historiques et peut-être même des éléments de savoir mystique. Cette synthèse entre la technologie matérielle et le savoir intellectuel forme l'épine dorsale de la défense, bien plus que la simple force musculaire. En contrepoint, les Tao Tie représentent une forme de technologie organique et terrifiante, une évolution darwinienne purement tournée vers la prédation et la reproduction, sans culture ni outils au sens humain. Leur force est celle de la nature brute, amplifiée par le nombre et une coordination instinctive. Le film oppose ainsi deux types d'intelligence, l'intelligence collective, culturellement et technologiquement accumulée des humains, face à l'intelligence biologique et instinctive du prédateur. Le personnage de William Garin apporte une troisième forme, l'intelligence pratique du survivant, du trappeur, qui sait observer et exploiter les faiblesses individuelles d'une créature. Sa valeur pour l'ordre réside dans cette compétence complémentaire, rustique mais efficace, qui s'ajoute à leur arsenal sans le remplacer. Le film suggère que la survie face à une menace existentielle nécessite de mobiliser tous les registres du savoir, de l'érudition la plus raffinée à l'astuce la plus terrax en grave terre. La technologie la plus impressionnante reste cependant l'organisation sociale elle-même, cette capacité à faire coopérer des milliers d'individus dans des rôles spécialisés sur une durée multiséculaire. En ce sens, la plus grande invention présentée est la persistance de l'ordre sans nom, une institution capable de transcender les vies individuelles pour maintenir sa mission à travers les âges. Cette lecture technosociale du film offre une perspective complémentaire à sa dimension purement esthétique, montrant que le scénario, malgré ses faiblesses de dialogue, construit un système de défense cohérent et pensé. L'examen des procédés de légitimation du pouvoir et de l'autorité au sein de l'ordre sans nom révèle une structure politique complexe et subtilement exposée. L'autorité n'y est pas uniquement fondée sur la force ou l'héritage, mais sur une compétence avérée et un dévouement total à la mission. La commandante Lin Mae accède au commandement suprême non par naissance, mais par son mérite, son courage et le respect qu'elle inspire à ses pairs et à ses subordonnés. Cette méritocratie est un idéal politique fort que le film associe à la civilisation chinoise, en opposition aux motivations vénales et opportunistes des mercenaires européens. Le général Shao incarne, lui, l'autorité traditionnelle et l'expérience, son sacrifice servant à la fois d'exemple et de passage de relais à une nouvelle génération. Le stratège Wang détient un pouvoir différent, fondé sur le savoir et la sagesse. Son autorité est intellectuelle et spirituelle, il est le gardien du sens et de la mémoire de la lutte. Le film montre ainsi une tripartition des pouvoirs, le commandement opérationnel, Lin Mae, l'autorité institutionnelle et sacrificielle, Shao, et l'autorité cognitive, Wang. Aucun de ces personnages n'est présenté comme un despote ou un dirigeant illégitime. Leur pouvoir est accepté car il est entièrement dédié au bien collectif. Cette représentation idéalisée contraste avec les rapports de force entre les mercenaires, fondés sur la méfiance, le contrat temporaire et la loi du plus fort. La légitimité de l'ordre est également renforcée par ces rituels, des funérailles aux cérémonies de promotion, qui créent du lien social, honorent les morts et réaffirment les valeurs communes. L'arrivée des étrangers agit comme un test pour ce système. Face à une perturbation extérieure, les hiérarchies se maintiennent et le système absorbe l'élément perturbateur, Garin, en l'intégrant à sa logique. Le film ne montre aucune révolte, aucune contestation interne sérieuse, à part la trahison de Ballard qui est l'acte d'un individu isolé et déjà corrompu par son long emprisonnement. Cette absence de conflit interne pourrait être perçue comme un manque de complexité dramatique, mais elle sert le propos.
l'ordre est une entité parfaitement unie face à l'extérieur, un idéal d'harmonie sociale confucéen. La question de la légitimité impériale, lointaine et invisible, est aussi évoquée. L'ordre agit en son nom, mais avec une autonomie totale, suggérant une délégation de pouvoir complète due à la nature exceptionnelle de sa mission. En définitive, le film propose une vision utopique et hautement ritualisée du pouvoir politique et militaire, où l'autorité est incontestée car elle est incarnée par les individus les plus vertueux et les plus compétents, et entièrement subordonnée à la survie du groupe. Cette représentation n'est pas neutre et participe pleinement à la construction d'un récit national positif et idéalisé à destination d'un public international. La fonction et la symbolique des animaux, tant réels que mythiques, tissent une couche de sens supplémentaire dans la riche iconographie du film. Les Tao Tie, créatures centrales, tirent leur nom et leur conception visuelle de motifs zoomorphes trouvés sur les anciens vaisseaux rituels chinois en bronze, les Ding. Dans ce contexte archéologique, le Taoti est souvent un masque de créatures gloutonnes, symbolisant peut-être la gourmandise ou les forces de la nature. Le film littéralise et amplifie cette symbolique, en faisant de ces figures décoratives une horde de monstres physiques dont la voracité est le moteur absolu. Leur design reprend l'asymétrie des yeux et l'aspect composite, cornes de bœuf, corps de loup, etc., des représentations anciennes, créant un lien tangible avec le patrimoine culturel tout en le rendant menaçant. La reine Tao Tie, par sa taille et son rôle reproducteur, ajoute une dimension d'essème, d'organisme colonial, renforçant l'idée d'une menace impersonnelle et biologique. Face à eux, les noms des divisions de l'ordre sans nom font tous référence à des animaux nobles ou puissants dans la symbolique chinoise. Les aigles, vision, précision, les ours, force, résistance, les grues, élégance, longue vie, lien entre ciel et terre. Chaque animal choisi correspond parfaitement à la fonction de la troupe. La vision perçante des archers aigles, la force de frappe des soldats ours, la grâce mortelle et aérienne des plongeuses grues. Cette animalisation positive des héros contraste avec la monstruosité des Tao Tie, établissant une lutte entre la civilisation, qui s'inspire des animaux pour se structurer, et la nature sauvage dévorante, incarnée par les monstres. Le film utilise également l'animal dans la séquence de chasse en montagne, où Garin traque un Tao Tie isolé comme on traquerait un gibier dangereux. Cette scène réduit l'échelle du conflit à un duel de prédateurs, mettant en avant les compétences de chasseur de Garin et rappelant une relation ancestrale entre l'homme et la bête. L'absence d'animaux domestiques ou de vie sauvage ordinaire autour de la muraille accentue l'isolement du lieu et la focalisation exclusive sur la relation prédateur-proie entre les Tao Tie et les humains. La symbolique animale sert ainsi à catégoriser immédiatement les forces en présence, à leur attribuer des qualités visuelles et tactiques reconnaissables, et à ancrer le conflit fantastique dans un bestiaire culturellement codifié. Elle participe à cette « sinisation » du blockbuster de monstres, en remplaçant les créatures génériques de l'imagination occidentale par des entités puisant directement dans l'iconographie et la mythologie chinoise. Et la notion de spectacle et de performance, au cœur de la mise en scène de Zanimou, dépasse la simple esthétisation pour devenir un élément diégétique et philosophique. Les batailles ne sont pas filmées comme des chaos réalistes, mais comme des représentations soigneusement orchestrées où chaque mouvement a sa place dans une composition d'ensemble. Cette théâtralisation suggère que pour l'ordre sans nom, la guerre est aussi un rituel, une performance dont la perfection formelle est garante de son efficacité et de sa signification morale. Les soldats sont à la fois des guerriers et des acteurs dans un drame immense dont ils connaissent le script, le cycle des attaques et leur rôle précis. Les spectateurs de cette performance sont multiples, les commandants qui observent depuis les tours, les soldats eux-mêmes qui voient leurs camarades évoluer, et in fine, le public du film. Cette mise en abîme du spectacle crée une distance réflexive. Nous ne sommes pas plongés dans l'horreur viscérale de la guerre, mais invités à en contempler la beauté tragique et organisée. Les plongeons des grues en sont l'apogée, l'acte de tuer en se jetant dans le vide est sublimé en un ballet aérien, une chorégraphie de sacrifice qui transforme une mort potentielle en un moment d'une grande pureté cinématographique. Cette approche peut être interprétée comme une manière de domestiquer la peur et la mort par la forme, de les intégrer dans un ordre esthétique qui leur donne un sens. En contrepoint, la violence des Tao Tie est brute, désordonnée, sans grâce aucune. C'est un spectacle de dévoration pure, qui inspire le dégoût et l'horreur, non l'admiration. Le film joue ainsi sur deux registres spectaculaires opposés, le spectacle humain, contrôlé, coloré et significatif, et le spectacle monstrueux, chaotique, terne et absurde. Et la performance s'étend aussi aux moments de calme, comme la cérémonie funéraire avec les lanternes, qui est une performance de deuil collective, à la fois triste et magnifique. Zanimou, fort de son expérience dans la mise en scène de cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, traite l'ensemble du film comme une cérémonie à la gloire de la persévérance humaine.
Cette dimension performative explique en partie pourquoi les personnages peuvent paraître moins développés psychologiquement. Ils sont avant tout les exécutants d'un grand ballet épique, dont les émotions sont exprimées de manière codifiée. Détermination, peur maîtrisée, douleur stoïque, plutôt que naturaliste. Le film assume ainsi pleinement sa nature de grand spectacle, refusant le réalisme au profit d'une stylisation qui élève le récit au rang de fable ou d'opéra visuel. Cette choix esthétique radical est sa force la plus marquante, mais aussi ce qui peut le rendre moins accessible à un public cherchant une identification immédiate et un réalisme guerrier. Le traitement de la mort et du sacrifice dans la Grande Muraille constitue un élément clé de son discours sur la valeur de la vie individuelle face à la survie collective. La mort n'y est jamais anodine ou glamourisée de manière gratuite. Elle est présentée comme un prix nécessaire, constant et accepté. Les funérailles des soldats, avec l'envol des lanternes, ritualisent le deuil et transforment la perte individuelle en un hommage collectif qui renforce la cohésion du groupe. Cette cérémonie montre que l'ordre honore ses morts, qu'ils ne sont pas de la simple chair à canon jetable, mais que leur sacrifice a un sens et une reconnaissance publique. La mort du général Chao est traitée avec une grande dignité et une sobriété remarquable. Il n'y a pas de long discours mélodramatique, juste un passage de commandement rapide et une continuation immédiate du combat, signifiant que l'individu passe, mais la mission demeure. Le sacrifice des soldats qui se font dévorer en tenant les portes ou qui tombent sous les assauts est montré sans fioriture, soulignant l'horreur de la guerre même dans sa version la plus stylisée. Le film évite soigneusement de tomber dans le militarisme béat en montrant le coût humain exorbitant de la victoire. La muraille est littéralement pavée de sacrifices anonymes. L'arc de William Garin culmine dans un acte sacrificiel volontaire. Il choisit de risquer sa vie non pour de l'argent ou par obligation, mais par loyauté envers ses nouveaux alliés et pour une cause qu'il a faite sienne. Son sacrifice potentiel, il survit, mais aurait pu mourir, est l'antithèse de sa vie de mercenaire égoïste, marquant sa complète rédemption. Le personnage de Pero Tovar offre une vision plus pragmatique. Il aide finalement Garin par amitié et par intérêt partagé pour la survie, mais ne semble pas adhérer pleinement à l'idéologie sacrificielle. Il représente une voie moyenne, celle de l'allié loyal mais non converti. La mort des Tao Tie, en revanche, est traitée comme une nécessité hygiénique, sans émotion ni cérémonie. Ils sont éliminés comme un nuage de sauterelles ou un virus, renforçant leur statut de fléau plus que d'ennemi au sens noble du terme. Le film pose ainsi une question implicite. À partir de quel moment le sacrifice collectif devient-il une valeur absolue, et dans quelle mesure l'individu peut-il, ou doit-il, y adhérer? La réponse de Zhang Yimou semble claire. Dans un monde menacé par un mal absolu et incompréhensible, le salut réside dans la subordination de l'individu à la communauté et dans la volonté de donner sa vie pour elle. Ce message, profondément ancré dans certaines traditions collectivistes, peut résonner différemment selon les cultures, mais le film le présente avec une conviction et une cohérence visuelle qui en font le cœur battant, parfois littéralement. De l'intrigue. La dimension géopolitique implicite de la Grande Muraille offre une grille de lecture saisissante sur les tensions et les ambitions de l'ère de sa production. La muraille elle-même, dans le film, n'est plus une fortification tournée contre des envahisseurs humains nomades, mais devient un bouclier global contre une menace extraterrestre ou primordiale. Cette réinterprétation symbolique peut être lue comme une métaphore du rôle que la Chine contemporaine aspire à jouer. Non plus un empire replié sur lui-même, mais une puissance garante d'un ordre mondial face à des chaos perçus comme extérieurs. L'ordre sans nom, avec son discipline, son avance technologique et son dévouement altruiste, incarne une image idéalisée de l'État chinois, efficace, méritocratique et dévoué à une mission civilisatrice supérieure. L'arrivée des Européens, porteurs à la fois de convoitises, pour la poudre noire, et de compétences individuelles utiles, reflète les relations complexes de la Chine avec l'Occident. Une méfiance historique, un désir d'acquérir certaines technologies ou méthodes, mais aussi une ferme conviction dans la supériorité de son propre système d'organisation. La façon dont l'ordre absorbe et utilise le talent de William Garin sans être fondamentalement transformé par lui illustre une vision où la Chine peut intégrer les apports extérieurs, Chion, tout en préservant l'essence de sa propre voie. Le fait que les véritables sauveurs soient les héros chinois, Lin Mae et Wang, et que la victoire soit collective, envoie un message clair sur l'autosuffisance et la primauté du collectif national. Le film évacue délibérément toute référence à des conflits intra-asiatiques, faisant de la Chine la seule et unique civilisation confrontée à la menace, ce qui participe d'un récit national centré sur son exceptionnalisme et sa destinée unique. Cette lecture géopolitique n'est pas forcément consciente pour chaque spectateur, mais elle imprègne le sous-texte du film et explique en partie son financement et son encouragement par les autorités culturelles chinoises. Le blockbuster devient alors un vecteur de soft power, une vitrine monumentale des capacités techniques, organisationnelles et morales de la Chine,
adressée autant à son public domestique, avide de récits nationaux positifs, qu'au reste du monde. Cette dimension dépasse la simple coproduction commerciale pour toucher à des enjeux d'influence culturelle et de représentation à l'ère de la mondialisation. Le film est ainsi un objet éminemment politique, non par un discours explicite, mais par le monde qu'il construit et les valeurs qu'il célèbre à travers ses images et sa structure narrative. Cette couche de sens ajoute une profondeur contextuelle cruciale pour comprendre l'ampleur des ambitions derrière ce projet cinématographique et les raisons des réactions parfois polarisées qu'il a suscitées. La conception et l'évolution des costumes et des armures dans la Grande Muraille ne relèvent pas seulement de l'esthétique spectaculaire mais servent de langage visuel narratif et symbolique précis. Chaque armure est une interface entre le corps du soldat et sa fonction, matérialisant physiquement son appartenance à un collectif spécialisé. Les plaques de métal, les cuirs traités et les textiles structurés des armures chinoises évoquent une tradition artisanale raffinée et une industrie militaro-industrielle avancée, capable de produire en série des équipements de haute qualité. Les détails distinctifs, comme les ailes stylisées des aigles ou les épaulières en forme de griffes des ours, permettent une identification immédiate sur le champ de bataille, cruciale dans le chaos des combats. La légèreté relative et la flexibilité de l'armure bleue des grues, conçue pour le mouvement aérien et le plongeon, contrastent avec la lourdeur protectrice de l'armure noire des ingénieurs, faite pour résister au choc et au travail de force. L'évolution du costume de William Garin est particulièrement significative. Il passe des vêtements en lambeaux et souillés du mercenaire fugitif à une armure d'emprunt, puis finalement à un équipement plus personnalisé qui marque son intégration tout en conservant une touche européenne, comme la coupe de sa tunique. Cette transformation vestimentaire visualise son parcours d'assimilation. Les costumes des Tao Tie, si l'on peut les nommer ainsi, sont à l'opposé, une carapace organique, semblable à de la pierre ou à de l'os, qui semble pousser sur leur peau, les rattachant au règne minéral et les privant de toute individualité. Leur design repousse l'idée même de vêtements, qui est une marque de culture. Les costumes des commandants, notamment celui de Lin Mae, mêlent des éléments fonctionnels à des attributs de rang plus ornementaux, comme des capes ou des insignes dorés, sans jamais tomber dans le superflu qui gênerait l'action. La saleté, la boue et le sang qui souillent progressivement ces armures impeccables racontent aussi l'histoire de la bataille, marquant l'érosion de l'ordre par le chaos et le prix physique payé par les défenseurs. Le travail du costumier Mei Rubeo a consisté à créer un univers visuel crédible à partir d'une idée fantastique, en s'inspirant à la fois des armures historiques des dynasties Ming et Tang et des nécessités de l'action contemporaine pour les cascades. Les costumes participent ainsi à la réalité du monde imaginé, en donnant du poids, de la texture et une logique pratique à l'existence de l'ordre sans nom. Ils sont un élément essentiel de la world building, permettant aux spectateurs de lire immédiatement l'identité, la fonction et le statut de chaque personnage à l'écran, renforçant la clarté narrative au sein du spectacle visuel le plus dense. La figure du héros et sa reconfiguration dans le contexte de la Grande Muraille interrogent les modèles narratifs dominants. William Garin s'éloigne délibérément du modèle du héros choisi ou du surhomme capable à lui seul de renverser la situation. Sa compétence est présentée comme le fruit de l'expérience et de la survie, non d'un destin ou d'un pouvoir magique. Il est constamment montré en situation d'apprentissage, observant les tactiques de l'ordre, échouant parfois, comme lorsqu'il sous-estime la coordination des Tao Tie, et adaptant ses méthodes. Son héroïsme culminant est un acte de coopération et de sacrifice, nécessitant l'aide de Lin Mae pour être mené à bien, et s'inscrivant dans un plan conçu par le stratège Wang. Cette dilution de l'héroïsme individuel au profit d'un héroïsme distribué et complémentaire est une des ruptures les plus significatives du film avec les canons du blockbuster hollywoodien. Lin Mae, en tant qu'héroïne, brise également plusieurs stéréotypes. Elle n'est pas une guerrière sauvageonne ou une princesse à sauver, mais un commandant froidement compétent, dont l'autorité est naturelle et incontestée. Son héroïsme est celui du devoir, de la responsabilité et du sang-froid stratégique, des qualités traditionnellement associées au masculin dans le cinéma d'action, ici incarné par une femme sans que cela ne soit jamais commenté comme exceptionnel. Le stratège Wang incarne un troisième type de héros, le héros intellectuel, dont les armes sont le savoir, la mémoire et la déduction. Sa contribution à la victoire est aussi cruciale que celle des guerriers, réhabilitant la figure du savant dans un genre dominé par l'action physique. Le collectif anonyme des soldats forme le quatrième pilier de cet héroïsme éclaté. Ils sont les héros sans nom, dont la bravoure individuelle se dissout dans la masse mais dont la somme des actions permet la victoire. Le film déconstruit ainsi le mythe du grand homme pour lui préférer celui de la grande machine sociale, où chaque rouage, du plus humble au plus éminent, est indispensable. Cette vision entre en résonance avec des traditions narratives chinoises où le héros fait souvent partie d'une fratrie, d'une secte ou d'une armée, et où sa valeur se mesure à sa loyauté au groupe.
Elle constitue aussi une réponse intéressante, bien que maladroitement exprimée parfois, à la critique du White Savior. Le héros occidental est présent, mais il n'est qu'une pièce du puzzle, et non la solution magique. Cette reconfiguration, si elle affaiblit peut-être l'identification charismatique pour un public habitué aux archétypes hollywoodiens, donne au film une saveur thématique distinctive et cohérente avec son message central sur la primauté du collectif. Les scènes de dialogue et les moments de calme dans la Grande Muraille, bien que moins spectaculaires que les batailles, jouent un rôle structurel essentiel dans le rythme et la caractérisation. Ces séquences, souvent tournées en intérieur ou dans des cours de la forteresse, offrent des respirations où les enjeux humains et philosophiques peuvent s'exprimer. Les conversations entre Garin et Tovar, empreintes de cynisme et de pragmatisme, servent à exposer leur philosophie de vie initiale et à marquer leur évolution divergente face aux mêmes défis. Les échanges entre Lin Mae et Wang, souvent techniques ou stratégiques, renforcent leur image de dirigeants compétents et réfléchis, dont les décisions sont fondées sur la raison et l'expérience plutôt que sur l'impulsion. Les moments où Garin observe, silencieux, l'organisation de la forteresse ou les rituels des soldats sont aussi éloquents que des dialogues. Il montre son processus interne de fascination et de remise en question. La scène du banquet, bien que brève, est importante. Elle montre une communauté qui partage ses repas et ses rites, humanisant ses soldats autrement vus uniquement dans leur fonction guerrière. Les dialogues d'exposition, notamment ceux du stratège Wang expliquant l'origine des Tao Tie, sont les plus périlleux. Ils risquent de tomber dans le didactisme, mais ils sont intégrés à la mise en scène par les cartes, les artefacts et la gravité du personnage, évitant ainsi le simple talking head. Les moments de confrontation verbale, comme lorsque Garin défie l'autorité pour proposer son plan de chasse, servent de point de friction narrative nécessaire, montrant que l'intégration n'est pas immédiate et que l'innovation peut venir de l'extérieur. Les silences partagés, comme celui entre Lin Mae et Garin après la première bataille, sont souvent plus puissants que les mots, créant un espace de respect mutuel et de reconnaissance non verbale. Les scènes en langue mandarin, sous-titrées, ne sont pas traitées comme exotiques mais comme la norme linguistique du lieu, inversant les codes habituels où l'anglais domine. Ces moments de calme permettent également de mettre en valeur le design sonore plus subtil. Les échos dans les salles de pierre, le crépitement des torchers, le froissement des parchemins, qui ancrent le film dans une matérialité sensorielle. Ils construisent la normalité de l'univers, ce qui rend la menace des Tao Tie d'autant plus intrusive et violente. En équilibrant l'opéra visuel des batailles avec ses séquences plus mesurées, Zhang Yimou tente de donner une épaisseur dramatique et humaine à son récit, même si le développement psychologique reste souvent au service des grands thèmes plutôt qu'une fin en soi. Ces moments sont les jointures nécessaires du spectacle, celles qui lui donnent un contexte et une âme, et qui évitent que le film ne soit qu'une suite ininterrompue d'actions spectaculaires mais vides de sens. La postérité critique et la relecture possible de la Grande Muraille depuis sa sortie invitent à nuancer le verdict initial souvent sévère. Avec le recul, le film apparaît moins comme un échec artistique complet que comme un objet inclassable, coincé entre des attentes contradictoires et des codes culturels difficiles à réconcilier. La critique du White Savior, bien que compréhensible, semble aujourd'hui quelque peu réductrice au regard de la structure narrative réelle, où le personnage de Matt Damon est soigneusement subordonné à l'écosystème défensif chinois. L'œuvre gagne à être reconsidérée comme un film de Zhang Yimou d'abord, où sa patte visuelle et ses obsessions thématiques, la foule, le rituel, le sacrifice collectif, s'expriment pleinement, même dans un cadre contraint. Sa faiblesse scripturale apparaît plus clairement comme le symptôme des difficultés d'écriture en comité et de la recherche d'un consensus commercial trop large, plutôt que d'un manque de vision du réalisateur. Les avancées techniques du film, notamment dans la gestion des foules numériques et l'intégration des cascades réelles avec les CGI, ont été saluées et ont influencé des productions ultérieures en Chine. Le film a ouvert un débat salutaire sur la représentation dans les blockbusters mondiaux, poussant les studios à être plus attentifs, même si les progrès restent lents. Il est aussi étudié comme un cas limite dans l'économie politique du cinéma, un exemple de ce qui arrive lorsque des impératifs nationaux de soft power rencontrent la machine hollywoodienne. Pour le public chinois, il reste un film important, un marqueur de l'ambition de son industrie cinématographique à un moment charnière. Certains éléments visuels, comme les plongeons des grues, ont acquis un statut iconique, circulant séparément du film comme des œuvres d'art vidéo en soi. Une relecture attentive permet de voir en la Grande Muraille non pas un récit sur la Chine sauvée par l'Occident, mais un récit sur la manière dont la civilisation, représentée par la Chine, assimile et utilise les talents marginaux venus d'ailleurs pour renforcer sa propre défense. Cette nuance change profondément la perception des dynamiques de pouvoir à l'œuvre. Le film échoue peut-être à être le divertissement universel parfait qu'il visait,
mais il réussit à être un document fascinant sur un moment de transition globale, un artefact culturel complexe où s'inscrivent les rêves, les tensions et les malentendus des relations sino-occidentales au début du XXIe siècle. En cela, sa valeur dépasse ses défauts, et il mérite d'être revisité non comme un simple film de monstres, mais comme une tentative ambitieuse, imparfaite et révélatrice, de redéfinir les termes du spectacle cinématographique mondial. Et la présence d'éléments mythologiques et légendaires dépasse la simple fonction de menace narrative pour tisser un lien profond avec la conception chinoise du temps et de l'histoire. Les Tao Tie ne sont pas des envahisseurs arbitraires mais une malédiction cyclique, une partie intégrante de l'ordre du monde auquel la civilisation doit faire face périodiquement. Cette cyclicité renvoie à des concepts traditionnels de renouvellement et d'épreuve, où le désastre n'est pas une anomalie mais une phase nécessaire que la société organisée doit surmonter pour prouver sa légitimité. La muraille elle-même se transforme ainsi en un autel sacrificiel monumental, le lieu où le contrat entre l'humanité civilisée et les forces chaotiques du monde est renégocié à chaque génération. La légende devient le moteur de l'histoire, poussant les personnages à agir dans un cadre qui les dépasse et conférant à leur lutte une dimension épique et fatidique. La connaissance détenue par le stratège Wang n'est pas uniquement scientifique mais aussi mythographique, mêlant l'observation des créatures à des récits ancestraux et à une cosmologie qui donne un sens à leur existence. Cette imbrication du mythique et du stratégique élève le conflit au-delà d'une simple lutte pour la survie, en faisant une bataille pour la préservation d'un ordre cosmique où l'humanité a sa place. Le film propose ainsi une vision où l'histoire secrète du monde est une histoire de monstres et de héros, où les monuments les plus visibles cachent les vérités les plus profondes. Cette approche réenchante littéralement un symbole national, lui redonnant une dimension magique et sacrée que la simple historiographie avait pu effacer. La résolution ne vient pas de la destruction totale des Tao Tie, mais de l'endiguement du cycle, suggérant que certaines forces primordiales ne peuvent être annihilées, seulement contenues et gérées par la vigilance éternelle. Cette philosophie, moins manichéenne qu'il n'y paraît, introduit une nuance tragique. La guerre n'aura jamais de fin définitive, et chaque victoire n'est qu'une trêve temporaire gagnée au prix du sang. La mythologie du film sert donc de fondement à une éthique de la persévérance et du sacrifice sans espoir de gloire éternelle, mais seulement du maintien d'un statu quo précaire. En ancrant son récit de fantaisie dans cette conception cyclique, Zhang Yimou le raccroche à une sensibilité culturelle spécifique, éloignée du modèle occidental linéaire du héros qui éradique définitivement le mal. La légende n'est pas un décor mais la substance même du conflit, et les personnages doivent trouver leur agency à l'intérieur de ces règles immuables. Cette structure narrative confère au film une gravité et une mélancolie particulières, où chaque triomphe est déjà ombragé par la certitude du prochain assaut. Elle transforme la Grande Muraille en un personnage tragique et persévérant, condamné à un devoir sans fin, dont la seule récompense est la continuation de la civilisation qu'elle protège. La direction de la photographie et le travail sur la lumière méritent une attention particulière, car ils sont les outils principaux de la sublime stylisation chère à Zhang Yimou. Le directeur de la photographie Stuart Driburg et Zhang Yimou optent pour une palette souvent saturée et contrastée, où les couleurs vives des armures éclatent avec une précision picturale contre les décors minéraux ou les ciels dramatiques. La lumière naturelle est fréquemment utilisée de manière théâtrale, avec des rayons de soleil perçant les nuages pour illuminer héroïquement les commandants ou, au contraire, des temps gris et plombés annonciateurs de l'assaut. Les scènes nocturnes sont un chef-d'œuvre d'équilibre, éclairées par la lueur des milliers de flèches s'enflammer, des torchers et des brasiers, créant un clair-obscur mouvant et vivant qui sculpte les formes et accentue le chaos contrôlé de la bataille. L'utilisation de la brume et de la poussière, tant dans les scènes de désert que lors des combats, ajoute une texture atmosphérique et une profondeur de champ qui évite la netteté clinique de certains films d'action numérique. Les plans larges sur la muraille exploitent souvent la lumière rasante du matin ou du soir, allongeant démesurément les ombres et conférant à l'édifice une monumentalité à la fois belle et écrasante. Les intérieurs de la forteresse sont éclairés par des sources plausibles aux lanternes, feux de cheminée qui créent des poches de chaleur lumineuse dans la pénombre de la pierre, favorisant une ambiance de refuge mais aussi de confinement. La photographie des séquences enneigées opère un changement radical, jouant sur l'aveuglante blancheur du paysage et le froid visuel qui isole les personnages dans un duel de prédateurs. Les gros plans sur les visages, notamment ceux de Lin Mahé ou de Garin, sont souvent éclairés de manière à révéler leurs pensées sans dialogue. La détermination, le doute, la résignation ou l'émerveillement. Le traitement de la lumière sur les armures est crucial, faisant scintiller le métal ou vibrer la couleur, transformant les mouvements de troupes en flux de pigments vivants. La contre-plongée, utilisée pour magnifier la hauteur de la muraille ou la stature des héros, est systématiquement associée à un éclairage qui dramatise les silhouettes. À l'inverse, les plans en plongée sur les hordes de Tao Tie les rendent d'autant plus innombrables et impersonnels.
La photographie ne cherche jamais le réalisme documentaire, mais bien la composition de chaque image comme une peinture d'histoire animée, où la lumière guide l'œil et l'émotion. Ce travail méticuleux fait de chaque cadre un tableau digne d'être contemplé pour lui-même, renforçant la dimension d'opéra visuel et la distance esthétique qui caractérise l'ensemble du film. Il s'agit là d'un choix artistique cohérent et assumé, qui fait de la lumière et de la couleur les véritables narrateurs secondaires de l'épopée. L'étude des personnages féminins, au-delà de la seule figure de Lin Mahé, révèle une approche intéressante du genre dans le cadre d'un blockbuster historique fantastique. Lin Mahé incarne une forme de féminité qui transcende les stéréotypes. Elle n'est ni la guerrière sexualisée, ni la femme fragile à protéger, ni la romance obligatoire. Son autorité est naturelle, fondée sur la compétence et le respect qu'elle inspire, et sa relation avec Garin reste strictement professionnelle et fondée sur une estime mutuelle croissante. La troupe de la grue, entièrement féminine, représente une spécialisation martiale qui exploite des qualités souvent associées à la féminité et à la grâce, l'agilité, la précision pour en faire une arme de guerre dévastatrice et spectaculaire. Ces femmes sont montrées comme faisant pleinement partie de la machine militaire, leur genre n'étant jamais présenté comme un handicap ou une curiosité exotique, mais comme une donnée factuelle de leur spécialité. Le film évite soigneusement de les érotiser. Leurs armures sont fonctionnelles, couvrantes, et leurs mouvements, bien que gracieux, sont d'une efficacité mortelle. Il n'y a aucune scène de séduction, aucun regard masculin appuyé sur leur corps, ce qui est remarquable pour le genre. En revanche, l'absence d'autres rôles féminins significatifs, servantes, civiles, épouses, renforce l'idée que cet univers est avant tout un univers militaire masculinisé, où la présence des femmes est conditionnée à leur utilité martiale. Lin Mahé et ses grues sont intégrés à la hiérarchie, mais on ne voit pas de femmes parmi les ingénieurs, les stratèges, en dehors de sa position de commandement, ou la simple troupe. Cette représentation, bien que positive pour les personnages qu'elle montre, reste donc limitée et ne remet pas en cause la structure genrée globale de la société dépeinte. Elle constitue néanmoins un progrès par rapport à de nombreux blockbusters où les femmes sont soit absentes, soit cantonnées à des rôles de soutien émotionnel. Le personnage de Lin Mahé est d'autant plus important qu'elle succède au général Shao, brisant ainsi une lignée de commandement masculin sans que cela ne provoque la moindre contestation diégétique. Son leadership est un fait établi, non un enjeu narratif. Cette normalisation d'une femme au sommet du pouvoir militaire est un message fort, même si elle reste isolée dans l'économie générale du film. La représentation féminine dans la Grande Muraille est donc à la fois novatrice dans ses figures centrales et conservatrice dans son cadre général, reflétant peut-être les ambiguïtés et les transitions de la société chinoise contemporaine sur ces questions. Le traitement de la nature et des paysages fonctionne comme un personnage à part entière, reflétant les états d'âme du récit et les forces métaphysiques en jeu. Les paysages désertiques et rocheux qui entourent la muraille évoquent un environnement hostile et minéral, un no man's land parfait pour l'apparition de monstres issus de la Terre elle-même. Cette aridité contraste avec la vitalité organisée et colorée à l'intérieur des remparts, dessinant une frontière écologique entre la civilisation et la stérilité chaotique. Les montagnes enneigées offrent un paysage de pureté et de silence, un tableau blanc où la traque prend une dimension presque sacrée, une chasse ritualisée dans un temple naturel. La forêt du prologue, dense, brumeuse et obscure, est un espace de confusion et de peur primitive, où les règles du monde civilisé n'ont plus cours et où le monstre peut surgir de l'ombre. Le ciel, souvent présent avec des nuages dramatiques ou des ciels étoilés, agit comme une toile de fond cosmique aux actions humaines, rappelant l'insignifiance relative de la bataille à l'échelle de l'univers, mais aussi la beauté persistante du monde malgré l'horreur. La muraille elle-même, serpent de pierre sur l'échine des collines, est une cicatrice humaine sur le paysage, une tentative de rationalisation géométrique imposée à l'organicité du terrain. Les éléments se déchaînent parfois, comme le vent qui hurle sur les remparts ou la neige qui tombe, ajoutant une couche de difficulté naturelle au défi militaire déjà colossal.